programmation qui est un peu différent à les autres langages de programmation. C'est le langage Ruby. Et pour commencer, Ruby est un langage de programmation bien sûr, mais avant de commencer, on va d'abord expliquer c'est quoi un langage. Alors un langage de programmation, on laisse ce tutoriel, nous avons une réponse à cette question. Alors pour résumer, un langage de programmation est un langage destiné à écrire les programmes informatiques et il existe deux grandes catégories de langages. Avec langage compliqué, le code que nous écrivons passe par compilateur et ce compilateur génère un exécutable qui peut ensuite être exécuté par notre ordinateur. Et avec un langage interprété, le code que nous écrivons doit être lancé dans ce qui l'on appelle une machine virtuelle. Il n'a pas d'exécutable à créer. Alors Ruby est un langage interprété. Nous aurons donc besoin d'une machine virtuelle pour l'exécuter. Sans elle, les langages ou bien les programmes ne fonctionnent pas. Cela signifie également que si nous voulons distribuer un programme écrit en Ruby, il faudra les personnes qui utilisent notre programme et cette machine virtuelle installée. Ils devront donc télécharger et installer Ruby. Cette distribution est possible parce que Ruby est également un langage ou bien un logiciel libre. Nous n'allons pas être lents sur ce point. Alors, mais retenons en gros que nous pourrons utiliser et redistribuer Ruby gratuitement et même créer des programmes payants. Alors, on va passer à une définition ou bien une petite définition qui permet de définir ce langage. Maintenant, on va passer à une petite définition de langage Ruby. Alors, on peut dire que le langage Ruby est un langage open source, dynamique, qui met l'accent sur la simplicité et la productivité. Sa syntaxe élégante en facilite la lecture et l'écriture. Et aussi, on peut dire que c'est un langage complet et permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, sur la création ou travail sur un site web. De plus, elle permet de faire les choses de plusieurs manières différentes. C'est l'un de ses forces, mais paradoxalement, c'est aussi l'une des choses qui lui sont parfois reprochées. On peut faire les choses de plusieurs manières différentes. Alors la question qu'on peut poser, quels sont les outils ou bien les méthodes de ce langage? Dans ce tutoriel, on va voir cette méthode dans ce plan. Alors on va faire la définition qu'on a déjà fait, l'installation, les variables, les boucles et enfin les tableaux. Et en tout cas, elle reste un langage pratique et facile à utiliser. Il est même portable. Alors nous pourrons donc l'utiliser sur différents systèmes. Maintenant, on va passer à l'installation de programme Ruby. On exécute la commande Ruby et parfois cette commande ne travaille pas dans notre système. Alors il faut l'installer. On a le programme Ruby installé d'une façon différente dans différents systèmes, par exemple Linux ou bien Windows. Dans notre tutoriel, on va travailler toutes les commandes dans Windows. Alors si vous êtes sur Windows, ça va être un peu compliqué, mais heureusement, il y a une utile qui s'appelle Ruby Installer qui permet de faciliter l'installation et qui est installée d'une façon automatique. Alors, on va cliquer sur Download. Et choisir la version que vous souhaitez. On va choisir la dernière version, Ruby 2.4.3.2.
On attend le téléchargement. Ensuite, il suffit d'exécuter l'installateur téléchargé. On clique sur exécuter. On accepte. Next. Ici, on va choisir disque D. Le dossier. Vous choisissez votre dossier et cliquez sur installer. Pour vérifier que Ruby est bien installé, nous pourrons utiliser le console, ouvrir l'application et taper la commande. On va taper la commande Ruby-8 version. Pour vérifier que Ruby est... Voilà, comme vous voyez, il m'affichait la version de Ruby 2.4.3. Dans ce chapitre, nous allons aborder un concept important dans tous les langages et je vous proposer de découvrir les fonctionnalités de base de Ruby. On va donc découvrir les différents types primaires qui sont les entiers, les chaînes de caractères et les booléens. Et on va voir aussi comment utiliser les variables qui vont nous permettre de stocker temporairement les valeurs. Maintenant qu'on a installé les différents outils qui nous permettent de travailler avec Ruby, on va travailler et tester le. Alors, dans la première ligne, on va taper la commande IRB. Et IRB qui donne l'accès d'un interpréteur être interactif qui va permettre de taper des commandes et automatiquement de l'envoi exécuté avec Ruby. Pour l'instant, on va utiliser ça dans cette chapitre pour pouvoir tester notre code en live. Et lorsqu'on aura des scripts plus grands, on va créer un fichier Ruby. Alors, c'est quoi une variable? Une variable est une donnée de votre programme stockée dans votre ordinateur. En fait, dans notre programme, ce sera juste un nom. On parle d'identifiant auquel on associe une valeur à un mot. On peut donc avoir une variable qui s'appelle âge et qui contient l'âge de l'utilisateur. Nous avons utilisé X et Y pour stocker des nombres afin de faire des calculs. Alors, pour la déclaration de variables et opérations, comme nous avons pu le voir, la déclaration d'une variable et enfin un simple signe égal, comme par exemple x égale 3 et y est égal à 2. Nous pouvons ensuite effectuer les mêmes opérations avec vos variables, qui est avec des nombres, addition, soustraction, on peut faire multiplication et addition. On peut changer la valeur d'une variable au cours d'un programme. On dit qu'on lui assigne une valeur a pour valeur la dernière valeur qui lui a été assignée.
Par exemple, regardez ce code. X est égal à 3. Nouvelle valeur si x est égal à 5. Après cela, la variable x nous voudra plus 3, mais voudra bien 5. Nous pouvons récupérer les résultats d'une opération entre variables dans une nouvelle variable, ou même dans l'une des variables avec lequel nous faisions l'opération. Comme notre exemple, A est égal à 3 et B est égal à 2. C, c'est A plus B. Alors, le résultat est 5. Et C vaudra 5. On peut donner aussi un nouvel exemple, c'est A est égal à 3, B est égal à 2 et A reçoit A plus B. Le résultat, c'est 5. On passe les variables constantes. Une constante est une variable dont la valeur ne peut pas être modifiée. Elle reste la même pendant tout le programme. Pour déclarer une constante, il nous faut écrire ceci, comme vous voyez dans notre programme. En fait, il suffit de commencer le nom d'une variable par une majuscule. C'est imposé par le langage. Ainsi, nous ne pouvons pas commencer le nom d'une variable normale par une majuscule, car nous allons déclarer une constante. En essayant de modifier la valeur d'une constante, nous aurons un avertissement, mais la valeur sera quand même changée. Ainsi, si j'essayais de modifier le constant PI, j'obtenais ce message. Par exemple, j'écris je obtenais ce message. Notons que nous avons écrit le nom de la constante tout en majuscule. Entre ou autre parce que c'est la convention de nombreux langages, mais aussi pour pouvoir la répéter plus facilement. Alors, nous avons commencé à parler de convention de nommage pour les constantes. Continuons à en parler. Tout d'abord, nous devons préciser que tous les noms des variables ne sont pas possibles. Il y a des règles. Un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre. Un nom de variable ne peut pas contenir de caractères associés. Un nom de variable ne peut pas contenir de signes de ponctuation. Et un nom de variable ne peut pas contenir de symboles d'opération. À cela, il faut ajouter qu'un certain nombre de mots ne peuvent pas être utilisés comme nom de variable. Ce sont des mots réservés par Ruby. Ils font partie du langage et ont un sens propre qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser. Et voici. Alors on passe aux chaînes de caractères. Pour afficher une chaîne de caractères, soit un mot ou une phrase, il faut l'entourer de guillemets simples ou doubles. J'écris bonjour avec des guillemets doubles et bonjour avec des guillemets simples va donner même résultat. Pour déclarer une variable contenant une chaîne de caractères, nous devons toujours utiliser le signe égal. Il faut cependant faire attention à ne pas oublier les guillemets. De la même manière que pour les nombres, nous devons choisir un identifiant
et lui assigner une valeur. De plus, nous pouvons également déclarer des chaînes de caractères constantes. Toujours en écrivant la première lettre de l'identifiant en majuscule. Alors, j'écris mot est égal texte et mot est égal non et constante est égal à vrai. Ici, la variable mot a alors pour valeur la chaîne de caractères test. Nous pouvons également utiliser les syntaxes pour déclarer une chaîne de caractères. Mot est égal entre guillemets et mot est égal à test entre guillemets et mot est égal test entre guillemets et mot est égal test entre guillemets. Nous pouvons remplacer les parenthèses par des crochets, des accolades ou encore des chiffres. En fait, nous pouvons utiliser plusieurs caractères non alphabétiques. On passe aux opérations sur une chaîne de caractères. Nous pouvons effectuer quelques opérations sur une chaîne de caractères. Nous allons voir bonjour plus tout le monde va donner bonjour tout le monde. Cette opération s'appelle la concaténation. On dit qu'on a concaténé les deux chaînes. Elle permet de mettre deux chaînes bout à bout. Nous pouvons aussi insérer une variable dans une chaîne de caractères grâce à la concaténation. On a donné mon variable tout. Et voici le résultat, c'est bonjour tout le monde. Ici, nous avons concaténé trois chaînes de caractères. La concaténation se fait avec l'opération plus. Si nous voulons obtenir plusieurs fois la même chaîne, nous pouvons utiliser l'opération fois. Alors, je fais un texte. Je donne la valeur mot est égal à test. Et mon fois 3 va donner le mot test 3 fois. La même chaîne a été concaténée 3 fois. Tout d'abord, on passe aux conversions de variables. En Ruby, nous pouvons convertir des variables. Ça veut dire changer le type de la variable en utilisant une méthode. Nous verrons ce qu'est une méthode dans un autre chapitre. Pour le moment, nous pouvons considérer qu'une méthode nous permet d'effectuer une action. Ici, nous devrons juste mettre
mettre à la fin de notre variable d'une de ces expressions, comme vous voyez dans ce tableau. Alors, on prend un exemple. Alors, dans notre exemple, on a donné x la valeur 3. Et à la fin de la variable, on met TO Telebruit S pour convertir en chaîne de caractères. Ça veut dire string. Et aussi, si nous essayons de convertir une chaîne de caractères qui n'a pas un nombre entier ou un float, nous obtenions 0 pour la conversion en entier et 0 pour la conversion en float. Comme vous voyez dans notre exemple, x est égal à bonjour. Si 0 pour la conversion en entier et 0 pour la conversion en float. Alors que si on a donné, pour bien comprendre, on a donné x est égal à 3, ix, la fin de l'expression t Telebruit e et i aussi to Telebruit f. Cette conversion peut s'avérer très utile lorsque nous voulons par exemple concaténer un nombre à une chaîne de caractères. Cependant, cette conversion ne modifie pas la variable. Elle nous donne une nouvelle valeur que nous pouvons récupérer dans une variable. Mais la variable inutile garde son ancienne valeur. Alors, depuis le début, nous utilisons ERB pour programmer en Ruby. Cependant, maintenant, lorsque nous n'utilisons pas ERB et mettons nos programmes dans des fichiers, il nous faudra un moyen d'afficher les résultats obtenus et le contenu de nos variables. Pour cela, nous allons encore une fois utiliser une méthode. Nous avons deux méthodes pour afficher des informations, put et print. Elles ont un fonctionnement similaire, les deux affichant ce qui est demandé sur la source standard qui est par défaut la console. À la différence près qui est contrairement à print et put, va à la ligne après avoir effectué l'affichage. Leur utilisation est par contre parfaitement similaire. Nous allons donc voir l'exemple de put. Avant de commencer, j'écris mon code sur l'éditeur test Sublime Text et le nom de mon fichier texte c'est exo.irb et .irb c'est l'extension par défaut de Ruby. Alors, j'écris put salut la planète et pour l'exécuter, je mets mon fichier, j'écris Ruby après le chemin de mon fichier. Et voilà le résultat. On peut aussi mettre la valeur get et j'écris nom est égal à get. Et get qui permet de récupérer ce qui est tapé. Et put et le nom de la variable. Et je l'exécutais de la même façon. Ne me retourne pas le résultat. Il m'a demandé de taper quelque chose. Je tapais mon nom. Et voilà le résultat. Et pour taper le code Ruby, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Moi, j'utilisais Sublime Text. Vous pouvez l'installer et le télécharger. On a un autre éditeur
qui était RubyMail, vous pouvez l'utiliser aussi. Et voilà le site pour le télécharger. Alors, dans ce nouveau chapitre, nous apprendrons à créer des conditions permettra d'adapter le déroulement de nos programmes à certains paramètres, tels que la valeur des variables. Et pour l'opérateur de comparaison, les conditions ainsi que les boucles, introduisons de nouveaux opérateurs. Voici le tableau des opérateurs de comparaison. Strictement inférieur à A, supérieur à A, inférieur ou égal, supérieur ou égal à A et différent de. Ainsi, on a 2 inférieur à 3 qui est vrai et 3 différent de 2 qui est aussi vrai. Alors, essayons de taper quelques expressions avec ces signes sur ERP. Alors, on a 2 supérieur à 1, c'est true, et 3 supérieur à 6, c'est false, et 3 est égal à 3, c'est true. Cette expression renvoie true ou false, ce sont ce qu'on appelle des booléens. Une variable booléenne ne peut pas prendre comme valeur que true ou false, c'est-à-dire vrai ou faux. Parfait, pour faire des conditions. Alors, notons que la comparaison entre chaînes de caractères se fait suivant l'ordre lexicologique, ça veut dire l'ordre des dictionnaires. Ainsi, 3 supérieur à 4 renverra vrai. L'ordre de Roby est le suivant. D'abord les chiffres 0, 1 jusqu'à 9, puis les lettres majuscules A, B jusqu'à Z, puis les lettres minuscules A, B, C jusqu'à Z. Alors, nous pouvons bien sûr créer des variables de type booléen. Par exemple, booléen est égal à true et faux est égal à false. Ces booléens servent justement à construire nos conditions. Toutes les comparaisons que nous ferons voudront soit true ou false et il nous faudra juste évaluer cette valeur. On peut aussi combiner ces opérateurs et faire des comparaisons plus avancées avec 3 mots-clés, comme vous voyez dans notre diapo. Un qui signifie et, par exemple, 3 supérieur à 2, un 3 inférieur à 5, ce qui est vrai. Or, qui signifie ou, par exemple, 3 supérieur à 2 ou 2 inférieur à 5, ce qui est vrai. Un autre qui signifie non, qui permet d'écrire par exemple non 3 inférieur à 2, ce qui est vrai. Alors on peut remplacer and par ça et or et and not par ça. En fait, nous allons même privilégier ces expressions booléennes conformément aux bonnes pratiques de Ruby. Alors on passe à la structure if-else. La structure if-else est la plus simple des structures conditionnelles. On évaluait une expression, on regardait si elle est faux, si elle vaut vrai ou faux. Si elle vaut vrai, on exécute certaines instructions, sinon on exécute d'autres. Alors, if ça veut dire si et else ça veut dire sinon. Alors, prenons le cas de notre exemple qui demande l'âge de l'utilisateur et nous dit s'il est majeur ou mineur. S'il est moins de 18 ans, il est mineur, sinon il est majeur. Alors, comme vous regardez dans la première ligne, on a récupéré une saisie et on l'a converti en entier. Si l'âge est inférieur à 18, il est mineur, sinon il est majeur.
Ici, vous vérifions si la variable âge est inférieure à 18 grâce à ce signe-là, inférieur. Rentrons différents âges inférieurs ou supérieurs à 18 et admirons le travail. Cette structure conditionnelle se termine toujours par le mot-clé and. C'est très important et il ne faut pas l'oublier. L'indentation n'est pas obligatoire comme en Python. Cependant, il faut quelque chose pour séparer le if condition, les instructions à exécuter, le retour à la ligne et l'un des moyens de faire cette séparation. Le mot-clé then, ça veut dire alors. Et l'autre manière de faire, on peut alors écrire le code strictement équivalent au précédent. Comme vous voyez, on a le même code, on a ajouté then. Vous trouvez aussi le mot-clé elsif. Si nous avons plus de deux possibilités, nous pouvons compléter notre structure if-else avec elsif. Sinon, si. Il permet d'ajouter une autre possibilité à la condition f. Prenons le code précédent et rajoutons un elsif, comme vous voyez ici. On regarde si la première condition est vraie. Il est vrai, on affiche que l'utilisateur est mineur. Sinon, on regarde la seconde condition. Et enfin, on arrive en else, qui est exécuté si aucune des conditions précédentes n'est vraie. Nous pouvons utiliser autant de elsif que nous voulons. Alors, on trouve d'autres structures, des autres structures comme un else. C'est une structure fonctionne exactement de la même manière que f. Elle est en fait la condition contraire de f avec une else. Les instructions sont toujours exécutées sauf lorsque la condition est vérifiée. C'est la différence entre f, c'est la seule différence entre f et... Maintenant, on va passer à les boucles. Alors, il est maintenant temps d'apprendre à répéter des instructions et certain nombre de fois. Les boucles ont pour objectif de permettre de faire ceci. Il existe plusieurs boucles différentes et ce sont elles nous allons voir dans cette partie. Alors, on va commencer avec la boucle while. Alors, la boucle while est une structure de boucle plutôt simple, permet de répéter les instructions tant qu'une condition est vraie. Encore une fois, remarquons que while est équivalent l'anglais tant que. Alors, prenons le cas d'un programme qui affichait la table de multiplication d'un nombre. Il affichait le produit de ce nombre par les entiers de 1 à 10. On va prendre l'exemple suivant. On a la boucle while. Ici, en effet, n est égal à 1. Et while n inférieur e égale 10, tant que n est inférieur e égale à 10, le code à exécuter. Alors, le code à exécuter, on va afficher n fois 8. À chaque fois, et n est égal à 1 plus 1, on ajoute 1 à n à chaque fois, à chaque tour pour que sa valeur atteigne 10. Et enfin, end. Ici, nous affichons la table de 8. Pour cela, nous initialisons une variable à 1. Cette variable s'appelle un compteur. Tant que cette variable sera inférieure ou égale à 10, on affichera le résultat du produit de 8. Et cette variable, puis on ajoutera 1 à cette variable. On dit qu'on incrémentait la variable. On a ici end est obligatoire.
Maintenant, on va passer à autre structure. C'est la structure qui s'appelle begin while. Il peut arriver que nous voulions qu'une instruction se répète en fonction d'une condition, donc un boucle while, mais aussi que la structure d'un boucle while est vraiment très proche d'un if et pourrait presque se Maintenant, on va passer à une autre structure de while, c'est begin while. On peut arriver que nous voulions qu'une instruction se répète en fonction d'une condition, donc une boucle while, mais que nous voulions également que cette instruction soit exécutée au moins une fois. Nous dire qu'il suffit de placer l'instruction une fois avant la boucle et une autre fois dans la boucle, et c'est vrai, mais il y a mieux. Alors la structure begin and while équivaut à un while, sauf que le code est exécuté au moins une fois. Avec cette structure, le while se retrouvait à la toute fin de la boucle. Reprenons l'exemple précédent, on utilise cette structure. On va passer à un exemple simple. Comme nous avons déjà vu, on a n est égal à 1, begin n fois 8, et chaque fois n va incrémenter, et enfin end while. C'est-à-dire quoi? Cet exemple ne peut pas très parlant. Regardons alors celui-là. On va exécuter le programme. Et l'autre exemple, c'est la même chose avec une autre condition ici. Alors la condition n'est pas vraie. N'est pas vrai premier tour de boucle. Mais les instructions sont toujours exécutées au moins une fois. En fait, la condition n'est pas évaluée que après le premier tour de boucle, et ceci car il est évalué après l'exécution des instructions. Le while est à la fin pour la raison. Alors une remarque, encore une fois le end est obligatoire, mais il a placé avant le while qui se trouve alors à la fin de la boucle ici. Maintenant, on va passer à une autre structure, c'est la structure inutile. Alors la structure inutile, c'est une boucle inutile et à la boucle while exactement ce qui est la condition else et à la condition if. Ici, la boucle inutile est une boucle qui s'exécute jusqu'à la condition soit vraie, c'est-à-dire tant qu'il fausse. On a donc une utile condition qui est équivalent à while condition. Écrivons le programme précédent avec boucle inutile. On va écrire le programme précédent avec inutile. On a le résultat suivant. N est égal à 1. Inutile n 1 supérieur à 10, c'est-à-dire jusqu'à que n soit plus grand de 10, le code à exécuter et bien sûr end c'était obligatoire. Une remarque remarquons que l'inégalité que l'on avait avec la boucle while devient stricte. Égalité que l'on avait avec la boucle while devient stricte avec la boucle inutile.
En effet, on veut s'arrêter quand n sera strictement supérieur à 10. Encore une fois, en prenant pour le moment, nous avons vu la boucle while et ses dérivés, il permet d'exécuter des instructions en fonction d'une condition. Maintenant, on va passer à un autre type de boucle, c'est la boucle for. Alors la boucle for est relativement similaire. Il permet d'exécuter des instructions pour chaque élément d'un ensemble. Mais de quoi voulons-nous parler en parlant d'ensemble? En effet, dans la partie précédente, lorsque nous avons parlé des intervalles de nombres. Oui, c'est un ensemble de la boucle for. Nous permet alors d'effectuer des instructions pour chaque élément d'un variable. Nous permet alors d'effectuer des instructions pour chaque élément d'intervalle. Alors le code suivant, l'instruction print n de manière répétée avec la boucle for. On a for n in 0 à 5 va afficher n. Et bien sûr n qui est obligatoire. Alors dans cette partie, nous allons voir un nouveau type de variable, ce sont les tableaux. Alors les tableaux sont un type bien spécial de variable puisqu'ils permettent de conserver en mémoire plusieurs valeurs plutôt qu'une. Alors d'abord, c'est quoi un tableau? C'est l'heure pour nous ne voir les tableaux. Alors un tableau est une super variable, en effet. C'est une structure de données. Cette structure est un ensemble d'éléments ordonnés auquel on peut accéder par un indice ou le nom tableau. Les tableaux sont des variables qui contiennent d'autres variables. Alors ce sont donc des séquences d'éléments, tout comme les intervalles. Alors on a donc un élément indice 0, élément indice 1, etc. Ainsi de suite potentiellement à l'infini. Un tableau permet alors de rassembler des informations. Par exemple, nous pourrions vouloir les âges, récupérer des 50 d'âge, etc. En effet, les tableaux permettent d'agir très facilement sur l'ensemble des éléments et en contiennant avec l'exemple de 50 âges. Alors les tableaux permettent donc d'archiver. Les tableaux permettant de s'affranchir de beaucoup de contraintes, de couper beaucoup de contraintes, de couper, de collier, etc. Et pour mettre un mot sur les choses, il nous faut préciser que les tableaux sont ce qu'on appelle un compteur. Alors maintenant, on va passer à la déclaration d'un tableau. La première modèle, c'est pour déclarer un tableau, nous devrons utiliser les croches suivants. Cela permet de déclarer un tableau vide. Voilà, c'est comme ça. Et pour afficher un tableau, nous pourrons utiliser la méthode print comme d'habitude. Voilà un exemple. On a fait tab est égal à les intervalles. C'est un tableau qui est vide. Et print pour afficher le contenu de ce tableau. Et un autre exemple d'un tableau qui contient des variables. Alors les éléments du tableau sont placés entre les crochets, séparés par les virgules. Voici comme déclaré, le tableau contient l'élément 1, 2 et enfin 3. Voilà, on obtient cette fois cet affichage. On va afficher comme ça. Voilà une remarque, les croches ne sont pas obligatoires. Nous pouvons ne pas les utiliser et juste séparer les éléments par des virgules. Cependant, ils sont obligatoires dans le cas où il y a moins d'éléments.
Maintenant, on va passer à les opérations sur le tableau. Alors pour les opérations de tableau, on a accédé à un élément. Les tableaux et tout, c'est bien joli, mais pour le moment, on peut pas accéder à un élément sur un tableau. Alors comment faire? Ne nous manquons pas. Alors il faut encore utiliser les croches pour accéder à un élément, indice 2 du tableau, tab. Il faut juste écrire tab 2. Par exemple, tab 2 comme exemple. Voyons un exemple. On a l'exemple ça. Grammaire, c'est le nom d'un tableau. Et pour afficher, on a fait comme ça. Print, le tableau est 2. Alors, ce code permet d'afficher le chaîne de caractères et nous pourrons maintenant extraire n'importe quel élément d'un tableau. Cependant, lorsque nous accédons à un élément du tableau, il faut faire attention qu'il y a bien un élément qui correspondant à l'indice. Alors, demandez l'élément, l'indice 5 d'un tableau de l'indice 3. N'existe pas. Contrainte à l'autre langage Ruby, ne provoquez pas l'erreur et retournez nul. Lorsque cela est fait, mais cela ne veut pas dire qu'il faut le faire. On peut même d'afficher un parti de tableau seulement. On utilise les intervalles vus dans la partie précédente. Ils nous permettent d'obtenir un sous-tableau contenant tous les éléments du tableau dont les indices appartiennent à l'intervalle. On a l'exemple suivant, le tableau grammaire, bien sûr le nom de tableau. Ici, on a fait 1 jusqu'à 6. Ce code va permettre d'afficher les éléments du tableau grammaire du 1, d'indice 1 jusqu'à 5. Tous les éléments entre 1 et 5. Et on va passer à une autre opération qui s'appelle On va passer à une autre opération sur le tableau qui s'appelle concaténation et ajouter un élément. Alors c'est quoi la concaténation? La concaténation du tableau est ajoutée de deux tableaux. Cela permet de devenir de suite comment effectuer la concaténation. Oui, la concaténation de tableaux se fait avec l'opération plus sans utilisation nous et maintenant d'habituel. On a l'exemple suivant. Alors, on a l'exemple suivant. Tab, ce tableau contient les éléments suivants 1, 2 et 3. Et on a fait le tableau 1, le tableau précédent, plus les autres éléments. Cette opération, on a fait avec l'opération plus. Et enfin, afficher ce tableau. Pour constater plusieurs fois le même tableau, on utilise l'opération multiplie pour avoir 3 fois, par exemple, 1, 2, 3. On a le code suivant. On multiplie le premier tableau par 3 et on affiche. Alors, ajouter un élément dans un tableau est un peu plus subtil. Une manière de voir les choses et de se dire qui rajouter un élément à un tableau. C'est constater deux tableaux. L'un des tableaux n'ayant qu'un seul élément. Rajoutons l'élément 7 à notre tableau tab.
Voilà, comme dans ce exemple, on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 comme prévu. L'autre méthode à privilégier est d'utiliser l'opération ici. Il modifie directement le tableau. Ce n'est pas la peine de récupérer le résultat de l'opération. On va passer maintenant à la dernière opération. Maintenant que nous savons comment accéder à chaque élément d'un tableau, nous pourrons envisager de parcourir le tableau en entier et de par exemple faire une même opération sur tous les éléments du tableau. Pour cela, il suffit d'utiliser une boucle for, comme ici. Dans cet exemple, on utilise cette méthode. Nous avons en effet dit qu'un tableau était une séquence. Nous pourrons donc parcourir le tableau de la même manière que nous avons parcouru les intervalles. Alors ici, on a l'exemple suivant. Tout d'abord, nous déclarons le tableau menu viande, ici. Ensuite, nous parcourons notre tableau. La boucle for permet de répéter les instructions pour chaque élément de tableau. On obtient la répétition de la phrase suivante, de cette phrase. Comme vous voyez, voilà, on a expliqué toutes les méthodes du tableau dans le langage Ruby. Et merci.